Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes à la Voix des Grands Lacs et comme d'habitude, nous vous donnons notre chronique de samedi soir avec les mêmes invités, les mêmes amis qui nous accompagnent chaque samedi pratiquement, à savoir Mama Sifa Kitoumaini. Bonsoir Mama Sifa. Bonsoir, bonsoir, chers collègues, bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir les gens de Massissi, de Rutshuro, des Gomatraciens, tous les déplacés de la région. Et bon, nous aurons un beau débat sur la situation sécuritaire, malgré que c'est désolant, mais on est obligé d'en parler pour trouver des solutions. Merci. Jean-Claude Noumouté, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, monsieur l'ambassadeur Jean-Marie Vianney, bonsoir Mama Sifa, je dis bonsoir aux gens de Goma, de Massissi, de Rutshuru, de partout, partout en Afrique, sans oublier les francophones, où qu'ils se trouvent. Et voilà, j'espère que nous aurons un bon débat. Merci beaucoup. Vous savez, nous allons commencer par quelques petites vidéos pour nous mettre dans le bain de ce qui se passe partout dans le monde, dans les communautés congolaises qui parlent de leur pays, qui parlent de la souffrance des populations du Nord Kivu et d'ailleurs. Et ça va nous mettre dans le bain, comme ça on pourra dire au moins que les gens savent ce qui se passe aussi bien au Nord Kivu que dans la communauté congolaise et rwandaise, parce que les images que je vous montrais, il y avait principalement, bien sûr, la communauté congolaise du Cape Town, mais aussi des Rwandais, d'ailleurs, qui m'ont envoyé ces vidéos et qui m'ont confirmé qu'ils étaient présents. Voilà, on va commencer avec celle-ci. Rwanda is killing. Rwanda is killing. Rwanda is killing. Rwanda is killing. Rwanda kills in DRC. Rwanda kills in DRC. Rwanda is killing. Rwanda is killing. Rwanda kills in DRC. Rwanda kills in DRC. Rwanda is killing. Rwanda is killing. Rwanda kills in DRC. Rwanda kills in DRC. Free, free Congo. Free, free Congo. Free, free Congo. Free, free Congo. Free, free DRC. Free, free DRC. Ingeta. 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 Free, free Congo. Free. Congo. Alors, comme vous le voyez, chers amis,
Il y a une grande mobilisation dans les communautés congolaises de l'étranger. Là, c'était au Cape Town. À Cape Town, aujourd'hui, en Afrique du Sud. La même manifestation a eu lieu, en fait, dans d'autres villes, hein, pas seulement aujourd'hui, mais les jours derniers, où les Congolais dénoncent l'agression contre leur pays. Les massacres commis par l'armée de Paul Kagame, au Nord Kivu notamment. Et donc, ils parlent de Massissi, que le Rwanda veut occuper Massissi, que les grandes puissances veulent acheter ou vendre Massissi à Kagame, ou vice-versa. Vous avez sans doute compris, même sans comprendre l'anglais, vous voyez ce que, effectivement, en lisant les pancartes, vous voyez le message envoyé par la communauté congolaise de Cape Town. Nous allons donc commencer notre émission par un survol de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu avant d'entamer le grand sujet. Le grand sujet, c'est-à-dire le thème de l'ordre du jour d'aujourd'hui, c'est pendant que Goma, Masisi, Rutshuru et les autres villes du Nord Kivu et les autres cités et les autres territoires croulent sous les bombes, il y a des négociations ou un dialogue projeté entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame, l'envahisseur, l'occupant. Et nous allons nous poser des questions. Non pas que nous allons condamner ou dénoncer, non, 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 c'est vraiment une analyse. En quoi peuvent consister ces négociations, ce dialogue, pendant que le Rwanda occupe le territoire du Nord Kivu, pendant que le Rwanda essaye par ailleurs de s'infiltrer dans le Sud Kivu, bien sûr avec la complicité de certains groupes locaux, les Banyamulenge, les Red Tabara. Est-ce que c'est indiqué aujourd'hui de négocier avec le Rwanda qui serait en position de force? Voilà les questions que nous allons aborder. Pendant que cette manifestation avait lieu, une vidéo circulait. Je dois signaler que c'est une vidéo qui date de quelques années, où l'on voit Thabo Mbeki, l'ancien président sud-africain, l'ancien révolutionnaire avec Mandela contre l'apartheid, où on le voit en train de répéter mot pour mot les thèses de Paul Kagame sur les problèmes du Nord Kivu, sur les problèmes ethniques, sur les persécutions des Tutsis du Nord Kivu et d'ailleurs, bref, il a bien appris ses leçons. Heureusement que cela n'a pas pris. Cette vidéo, j'insiste de le dire, elle date de quelques années. Donc elle n'est pas actuelle. Il faut que les gens le sachent. Parce que ce que certains ont voulu montrer, notamment d'ailleurs les gens qui ont envoyé cette vidéo, très probablement proches de Kigali, qui ont arrosé vraiment les médias, c'est pour dire qu'en Afrique du Sud, tout le monde n'est pas d'accord avec l'intervention de l'Afrique du Sud au Congo. Que la preuve, c'est que Thabo Mbeki lui-même, qui est une excellence dans ce pays, qui est une référence historique, serait ou est contre l'envoi de troupes sud-africaines au sein de la SADC pour combattre aux côtés des FARDC. Donc, sachez que cette vidéo date de quelques années et qu'elle n'a pas eu d'influence sur les décisions actuelles de l'Afrique du Sud. Surtout qu'on a, entre-temps, on a d'autres personnalités politiques, notamment la ministre des Affaires étrangères qui a été ministre de la Défense, qui comprend très très bien la problématique de la région et qui le dit. Alors, on va commencer à parler donc de ce sujet. D'abord, que vous inspire la manifestation de Cape Town? En quelques mots, et puis on fait le survol justement de la situation au Nord Kivu et au Nord, au Sud Kivu. Si vous avez des informations actuelles, nous attendions des invités, mais apparemment ils ne sont pas encore dans nos studios. Attendons qu'ils viennent, mais entre-temps, on travaille. Entre-temps, on commence notre analyse. Moi, je vais commencer d'abord par ce discours de Thabo Mbeki, même s'il est vieux. Les gens qui ont ramené, qui ont ressuscité ce discours, on dit toujours, mentez, mentez, il en restera quelque chose. Donc, ceux qui ont ressuscité ce discours ont oublié une chose. Dans le discours, si le discours était actuel, Thabo Mbeki aurait dû parler de leurs soldats
au Congo. Il n'en a pas parlé. Thabo Mbeki aurait dû parler de son prédécesseur, de son, celui qui l'a remplacé, comment il s'appelle le président actuel. Ramaphosa. Hein? C'est Ramaphosa. Ramaphosa, ouais, pardon, merci. De Ramaphosa en disant que nous ne sommes pas d'accord, il n'a pas dit. Donc ça veut dire, ça montre que vous avez raison. C'est un vieux discours. Et lorsque je vois, il y a certaines radios qui en ont fait l'écho, voilà, bon, ils sont tombés dans les pièges, je sais pas, voilà. Mais c'est un vieux discours, vous avez raison. Mais par rapport à la manifestation au Cap Town ou à Cap Town, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que il n'y a pas que là-bas, hein, ici à Paris. Ici à Paris, dernièrement, j'étais à une manifestation, j'étais de passage dans la ville de Paris, puis j'ai vu qu'il y avait une manifestation, je me suis arrêté. J'ai garé ma voiture quelque part, j'ai pris les photos. Ouais, donc c'est tous les jours, ça se passe. Il y a ce combat qu'on ne voit pas. Le Congo est à la une parce que c'est un ras-le-bol généralisé et un ras-le-bol international. Il n'y a pas que les Congolais qui manifestent. Il y a aussi les gens, les étrangers qui commencent vraiment à se préoccuper, à être préoccupés par ces problèmes congolais. Parce que c'est trop, il y a trop de morts, plus de 10 millions de morts. On a toujours dit 10 millions, c'est plus de 10 millions maintenant, c'est peut-être 20 millions de morts. C'est comme si ces gens qui meurent n'ont pas le... Quelqu'un avait écrit un livre, le sang de Hutu est-il rouge? C'est comme si le sang congolais n'était pas rouge. Exactement. Exactement. Maman Sif a un commentaire sur les vidéos qu'on vient de passer. Ouais, je vais commenter un peu sur d'abord la vidéo de Thabo Mbeki. Au fait, pourquoi on ne mettrait pas un extrait de Thabo Mbeki tout en disant qu'elle est ancienne, on va lui faire un ancien chef d'État qui a dit moi j'allais dire des bêtises, hein, parce que à l'époque, quand il avait dit ça, nous on avait fait des émissions pour critiquer. Donc je connais très bien cette vidéo, elle est ancienne effectivement, mais pourquoi ne pas la montrer? Republic of Congo. That conflict. I'll repeat myself what I've said publicly. That the Congo, like all of us, we inherited colonial boundaries. Ça, c'est la vérité, par exemple. And when the colonialists drew up the boundaries of the Democratic Republic of Congo, they included in the eastern parts of the Congo populations that were Rwanda speaking. C'est la vérité, c'est comme tout partout au monde. In terms of those colonial borders. But the problem for us and problem for the Congolese is that certainly even during the days of Mobutu, they did not want to recognize the Rwandese who were Congolese as Congolese. You even had a formation there in the Eastern Congo of a military group, a militia, which was called the Mai Mai. The Mai Mai whose purpose was to drive away these Rwandans back to Rwanda. And Mobutu was encouraging that. Ça c'est des mensonges comme le groupe. En fait, moi, je vais commenter d'abord. Ça m'a fait la... Traduisez globalement ce qu'il a dit, et puis on va entrer. Il faut quand même en parler parce que c'est une vidéo scandaleuse. Oui, lui, il dit que les pays africains ont hérité les frontières de l'époque coloniale, qui est une vérité. C'est vrai. Oui. Et puis, il y a des populations du Rwanda qui ont été divisées, sont restées du côté congolais. Oui, ça, c'est la vérité, mais ce n'est pas le problème du Congo seulement. C'est partout en Afrique où on trouve des peuples ici et là. Mais là où il vient mentir, c'est là où il dit que à l'époque, le rwandophone, que je n'accepte même pas cette carrosse-là, qu'ils ont créé cette machine de rwandophonie, qu'ils ont été discriminés. Mais il fait allusion parce que quand on continue la vidéo, il parle de Banyamulenge, il ne parle pas de tous les gens qui parlent la langue qui ressemble au Kinyarwanda. Il parle d'un peuple
de Banyamulenge. Il a vraiment parlé de Banyamulenge. Disons, si on parle de Banyamulenge, on parle de Tutsi, bien qu'ils ne veulent pas être appelés de Tutsi. Donc, c'est ça où on trouve que quand le Rwanda ou les autres qui prétendent intervenir pour la cause de dite Banyarwanda, ils parlent de Tutsi parce que je sais que la majorité qui habite Rutshuru, Masisi, 80% ce sont des Hutus congolais. Où sont ces Hutus? Donc, si on discrimine, disons, si on les discrimine, ce qui n'est pas vraiment la réalité pour les Tutsis, par contre, parce que je sais qu'à l'époque de Mobutu, ils étaient des enfants choyés, ils avaient des bourses, ils étaient bien traités, ils avaient tout, contrairement aux Hutus, par exemple. Donc, moi, je pense que c'est là où on voit de quel degré le mensonge de Kagame a pénétré dans des institutions. Donc, c'est bien, la lutte continue, mais il faut défaire tous ces mensonges. Et il y a des gens que le gouvernement Kagame a lavé le cerveau. Oui, il utilise bien sûr le génocide qui s'est passé au Rwanda comme prétexte de venir attaquer le Congo pour empêcher la répétition du génocide au Rwanda. Mais quant au génocide au Congo qui est en train d'être commis, ce qui m'écoeure beaucoup, c'est le fait qu'il parle de tous ces mensonges dans une institution qui est supposée d'enseigner le principe de la paix et qui est en train de former ces experts qui vont aller promouvoir la paix dans leur pays. Mais si le fondement même de cette idéologie de la paix est le mensonge, quel type de paix ils vont prêcher dans leur pays? Donc, c'est là où je trouve que c'est deux choses contradictoires. Vous prêchez la paix, mais la paix dans le mensonge. Une autre chose, c'est comme mon frère, monsieur l'ambassadeur l'a dit, monsieur Thabo Mbeki, il répète le même discours. C'est comme il a appris dans l'école au Rwanda le même discours. C'est ça, le contenu, c'est 100%. Moi, je trouve alors que tous ceux qui prétendent défendre la cause des Africains, il faut aussi faire attention. Il faut faire attention avec qui ils travaillent, pour qui ils collaborent et quel intérêt ils ont. Je crois fermement que, oui, bien sûr, le Sud-Afrique, maintenant, ils ont changé la position, mais quand même, ça nous montre à quel niveau, pendant des années, que Congo n'avait pas vraiment des gens qui le soutiennent à l'étranger. Monsieur l'ambassadeur aussi a mentionné les négociations, mais il a parlé du Rwanda qui est en position de force. C'est que, en tout cas, moi, c'est discutable à ce niveau parce que pour s'asseoir à la table de négociation, c'est-à-dire il y a une faiblesse quelque part. Et je pense que pendant longtemps, Kagame s'est caché. Si on finissait avec le discours de Thabo Mbeki, après on va vraiment attaquer le sujet parce que c'est le cœur de notre émission de ce soir. J'allais ajouter un élément. Ok, c'est bon. À l'époque où Thabo Mbeki avait fait son discours, hein, on s'était renseigné, on avait vraiment... Et on avait découvert que Thabo Mbeki travaillait à l'époque avec 3 personnalités très influentes dans le système du FPR et des Banyamulenge et des Batutsi du Congo. Ces personnes-là, c'était Deo Bouguera, c'était celui qui était ministre des Affaires étrangères, Bizima Kara. Il avait étudié en Afrique du Sud aussi. Voilà, et c'était un certain Kalissa, qui était un grand magnat du FPR et qui avait passé toute sa vie en Afrique du Sud et qui apparemment avait des intérêts économiques et financiers communs avec Thabo Mbeki et un groupe d'Afrique du Sud. Parce que ce Kalissa avait même une grande banque à Kigali après la prise du pouvoir par le FPR. Donc voilà les gens
qui ont influencé un Thabo Mbeki, parfois, n'est pas, c'est pas une lumière non plus, il ne faut pas exagérer, hein. Il a eu sa place parce qu'il a été un grand militant pendant la guerre contre l'apartheid. Mais Mais à cela bon, aussi, il faut ajouter une chose. À cela aussi, il faut ajouter une chose. N'oubliez pas que les gens de l'ANC ont été hébergés une fois dans l'histoire à Kampala, lorsque Museveni a pris le pouvoir. Donc, Museveni ne font pas éloigner Museveni dans ce discours aussi, hein, dans ce discours, dans ce narratif. Donc là, je pense que il y avait, oui, les trois personnalités que vous citez, mais il y avait aussi l'Ouganda à côté, qui était toujours le pareil. À l'époque, d'ailleurs, c'était encore plus fort que maintenant. oui, tout à fait. Mais il paraît que les trois personnalités dont je vous ai citées écrivaient même les discours de Thabo Mbeki. Et parfois l'accompagnaient même en Éthiopie. Il faut savoir que c'est comme ça que les choses se passent, hein. C'est par influence, c'est par réseau. Et regardez l'ancien président nigérian, le général Obasanjo. Obasanjo, c'est la même chose, hein. Obasanjo, il a été briefé avant d'aller à Goma, avant d'aller dans le Nord Kivu. Et il était tombé littéralement amoureux de Nkunda. Et quand il dansait avec Kunda. Oui, vous imaginez. Donc ça, c'est une vidéo ancienne, mais nous notons quand même qu'elle a existé. Mais là, où je voulais compléter Mama Sifa, c'est concernant l'affirmation, la prémisse même de son affirmation, de dire que au moment des indépendances, quand les colonialistes ont pris nos pays, qu'ils ont pris une partie du Rwanda pour la donner au Congo. Et que c'est parce que, c'est ce qu'il dit en fait au début, la première phrase c'est ça. Oui, oui, il affirme qu'en ce qui concerne le Congo, il y a une partie de l'Est qui appartenait au Rwanda et qui a été cédée au Congo. Et que c'est donc la raison pour laquelle le Rwanda et ceux qu'il appelle les Banyarwanda réclament, ce qui était un mensonge, hein. Et en fait, ça montre qu'il ne connaît pas l'histoire de cette région. Il a repris exactement la même histoire que répète Kagame depuis des années, mais ça ne s'est pas passé comme ça. L'histoire montre que cette région n'appartenait pas au Rwanda, qu'elle n'a jamais appartenu au Rwanda, même s'il y a eu des attaques, des évasions de cette zone avant même, hein, avant l'existence du Congo. Le royaume du Rwanda a attaqué cette partie, mais n'a jamais conquis et gouverné cette partie. Monsieur l'ambassadeur, à supposer que ça soit vrai, il se contredit aussi. À un moment donné, il a évoqué l'intangibilité du territoire légué ou quelque chose comme ça par la colonisation. Là, déjà, il y a ce décret de l'OIOA et puis de l'Union africaine. Même si c'était vrai, il y a cette loi qui est là, ce décret qui est là. Donc, il s'est contredit dans son discours, en fait. Ben, si on appliquait ce principe à l'Afrique du Sud, croyez-moi, l'Afrique du Sud n'existerait pas, hein. Souvent, vous avez peut-être tous déjà été en Afrique du Sud. C'est un conglomérat de peuples. Voilà, c'est ça. Un conglomérat de peuples. L'Afrique du Sud, c'était des tribus qui étaient organisées en tribus, des royaumes à gauche, à droite. Et puis quand les Blancs sont arrivés, ils ont rassemblé tous ces gens petit à petit. Donc, il veut induire les gens dans l'erreur. Et je pense qu'il fallait que nous, on en parle. Et peut-être qu'on aura d'autres débats sur cette thèse, ce narratif qui est mensonger. Alors, on va commencer le sujet principal. Mama Sifa, je vais vous laisser parler. Si vous pouvez déjà introduire sur la situation actuelle dans le Nord Kivu, un survol, hein, pas nécessairement dans les détails, ça pourra aider la suite pour que nous puissions entrer dans le vif du sujet, dans le débat. La situation sécuritaire dans l'Est, c'est la même. La lutte continue. Les Ouazalendo, l'armée se bat toujours. L'ennemi continue à renforcer ses forces, mais la lutte ne baisse pas les bras.
Oui, il y a des parties conquises, mais aussi il y a les parties ennemies, quand même, ils perdent aussi. Donc, ce n'est pas tout ce qu'on nous dit aux médias et ce n'est pas que le gouvernement est obligé de dire tout ce qui se passe sur les réseaux, parce que dans tout ce que nous voyons, il n'y a pas vraiment de déclaration du gouvernement congolais ou de l'armée qui dit voilà, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, il y a moins de communication par rapport à la situation sur le terrain. Mais plus le côté ennemi, ce sont eux qui s'exhibent en montrant des vidéos ici et là, qu'ils ont conquis, qu'ils ont de meetings ici par là. Mais je tiens aussi à vous informer que partout où ils passent, ici à la résistance du peuple, ils sont en train de massacrer les gens. Donc, la lutte continue. Nous sommes sur le bon côté et les gens qui pensaient que le Congo est faible, ils se voient, ils ont rencontré une difficulté sur le terrain parce qu'ils croyaient prendre le Congo dans quelques jours, mais quand même, ça fait 2 ans qu'ils sont toujours dans le Massissi et le Rutshuru. Donc, et c'est ça ce qui est positif, il faut qu'on pense toujours cela. Je ne sais pas si mon frère a quelque chose à ajouter. Oui, moi, ce qui m'a surpris dans tout ça, c'est une sorte de cette attaque généralisée. Comme, bon, ils attaquaient toujours, ils venaient, ils traversent tous les jours, hein, toutes les nuits, ils traversent. Mais cette attaque, quand même, la conquête de Rutshuru, et une partie de Rutshuru, et une partie de Massissi, en un clin d'œil, m'a surpris. On va revenir là-dessus. Et en même temps, on nous apprend que Kagame est à Luanda. Concomitamment, moi je me suis posé la question, est-ce que je n'étais pas dans cette politique de talk and fat, de voilà, carotte, le carotte et le bâton. Donc je me suis dit, il y a quelque chose. Donc là, en tout cas, moi, ça m'a questionné. Je me suis posé la question. Et justement quand le monsieur l'ambassadeur parle de rapport de force, est-ce que ce n'est pas pour cette raison qui dit que le Rwanda peut-être est un rapport de force, un rapport de force que moi je ne vois pas du tout. Mais c'est ça aussi, c'est peut-être ce rapport de force que le Rwanda cherchait. Moi aussi, je ne suis pas, parce que, comme vous le savez, depuis les années, la nuit du temps, le Rwanda n'a jamais accepté qu'il est au Congo. Maintenant, si maintenant ils acceptent, ça ne montre pas qu'ils sont dans une position de faiblesse. Moi, je trouve qu'ils sont dans une position de faiblesse parce que depuis longtemps, ils se cachaient derrière des mouvements rebelles ici et là, RCD, RCD, CNDP, M23, M23-2. Et ce sont ces mouvements qui allaient négocier. Il n'y avait pas le Rwanda. Mais si le Rwanda accepte de négocier aujourd'hui, c'est parce qu'ils se sentent que tout ce qu'ils ont toujours utilisé pour trouver ce qu'ils veulent n'a pas fonctionné. Mais maintenant, il faut que l'homme du terrain, monsieur Kagame, soit là-bas pour négocier lui-même parce qu'il trouve que les, les marionnettes ne fonctionnent plus. Et pour moi, quand même, ça montre que le Rwanda est en position de faiblesse. Et pour accepter aussi d'aller négocier, ce n'est pas lui-même, comme il le dit toujours, prêche à prêche. Donc, il y a quand même une pression aussi derrière lui. Il lui dit, il faut aller négocier, trouver la solution. Parce que comme on le dit toujours, les Occidentaux s'en foutent de Rwandais et leurs intérêts. Ils s'en foutent de leurs propres intérêts, que ce soit les Rwandais qui périssent ou les Congolais. Ça, ce n'est pas leur affaire. Leur affaire, c'est que leurs affaires, leurs intérêts ne soient pas touchés. Donc, si Kagame essaie de se cacher pour mettre en péril leurs intérêts, ils vont lui pousser aussi. Et je pense que s'il est à ce niveau-là où on lui dit, petit boy, go, il faut aller négocier, parler avec Tshisekedi parce que les marionnettes là que tu as mis ne sont pas capables de parler, donc il faut que tu ailles sur le terrain. Peut-être on va lui dicter aussi de ce qu'il va dire, mais moi je trouve que ça montre la force du Congo aussi, parce qu'on fait bouger Effectivement, les choses. sur le plan diplomatique, je suis d'accord avec vous. Bien sûr que Kagame est en position de faiblesse, hein, il fait tout pour le cacher, mais ça se voit tout de suite à travers même ses déclarations devant la presse, dans les interviews qu'il donne. On sent qu'il il est vraiment
fragilisé par la poussée diplomatique de la RDC. Mais le problème, c'est que ça ne se traduit pas sur le terrain militaire. C'est ça que je veux dire en termes de Oui. rapport de force sur le terrain, militairement. On peut oser affirmer que, de toute façon, on sait que maintenant, ce n'est pas le M23 qui se bat, hein, c'est fini ça. C'est l'armée rwandaise qui a traversé en masse et qui avance. Et on ne voit pas, parce que si on veut aider nos amis à comprendre, hein, nous devons leur dire aussi la vérité. De toute façon, les gens suivent, hein, n'en faites pas. Hein. Sur le terrain, ce sont les agresseurs qui continuent d'avancer à tuer les populations. Ils tuent, ils massacrent les populations à Massissi, à Rutshuru, partout où ils passent. Mais monsieur l'ambassadeur, si on peut dire, moi, je suis toujours de mon côté de dire que ça montre aussi la faiblesse parce que le Rwanda, les généraux dirigeaient la bataille sur le terrain. Il n'y avait pas vraiment l'armée à main, c'est comme ça, ça s'est fait maintenant. Donc, pour moi, ça montre que le mignon qu'ils ont mis en avant à les dirigeants n'ont pas pu retenir la bataille, ils n'ont pas pu contenir ou résister sur les champs de bataille. Est-ce qu'on peut dire que c'est la faiblesse du Congo? Non, je ne pense pas. Je l'ai toujours dit, l'armée congolaise, nous avons resté 30 ans, presque 30 ans sans une armée. Et l'armée rwandaise s'est formée pendant tous ces 30 ans. Et maintenant, le Rwanda est rentré directement. Ça fait 2 ans quand même qu'ils se battent sur le terrain au Congo. Ça fait 2 ans. Est-ce que si vraiment l'armée rwandaise, oui, ils étaient là avant, mais pas en masse comme maintenant. Maintenant, comme vous venez de le dire, c'est l'armée rwandaise qui est sur le terrain, qui est sur le champ de bataille, mais aussi l'armée ougandaise. Est-ce qu'on peut dire que c'est en position de force, parce qu'ils ont toujours été en position de force vu qu'ils ont affaibli l'armée congolaise. Donc, moi, je ne pourrais pas dire vraiment qu'ils sont en position de force parce qu'ils ont été toujours dans cette position depuis la nuit des temps. Mais le fait que quand même on voit qu'une grande mobilisation du côté ennemi, c'est-à-dire qu'ils ont rencontré une résistance. Et en plus, il faut aussi rappeler qu'on a toujours beaucoup de traîtres dans notre armée. Voilà. Même le mouvement, l'effort que les patriotes, les vrais patriotes font, sont toujours contrecarrés par le jeu de tous ces gens corrompus. Donc, je pense que le Congo, moi, je ne suis pas à un niveau où je peux dire vraiment l'armée congolaise en position de faiblesse. Je ne suis pas là encore. Si on met le zoom, ce qu'on appelle l'insta-T, on peut dire aussi que la force du Rwanda, ça, il faut le reconnaître aussi, c'est avoir réussi toujours à voir la 5e colonne qu'on n'arrive pas à démanteler. Et ça aussi, vraiment, c'est cette force aussi qu'il faut reconnaître. Et comment on va faire pour justement démanteler, parce qu'il y en a aussi, même si dans cette prise, justement, des ruptures, c'est pas la force en tant que... Vous savez, combattre, gagner une guerre, il y a plusieurs stratégies. Il y a justement la 5e colonne, il y a ces communications que vous recevez de l'ennemi. C'est ça aussi la force. Et donc, c'est ça où le Congo doit travailler là-dessus. Je sais qu'ils ne dorment pas, ils doivent travailler là-dessus parce que c'est ce qu'on appelle le talon comment on appelle le talon d'Achille, quelque chose comme ça. C'est ça, le côté faible du Congo qu'il faut vraiment travailler. Et c'est ça, je pense que c'est l'ambassadeur veut insister là-dessus. C'est ça, le côté faible. Quand on dit l'armée est faible, c'est ce côté-là. Il faut vraiment verrouiller ce côté-là, essayer de casser cette 5e colonne qui est en train d'envenimer, voilà, c'est pas possible. Je ne sais pas comment m'exprimer. C'est ça, ces traîtres qui sont, vous venez de le dire justement, ces traîtres qui sont en sein de l'armée, dans la classe politique aussi, il y en a, hein, partout. Et c'est ça. C'est ça, le Congo doit se battre de ce côté-là aussi. Mais moi, je pense que Kagame, pour réussir, il a instauré le système dictatorial. Tu fais blablabla, il te coupe la tête. Je pense qu'au Congo aussi, il doit mettre en place des mesures
Et voilà qu'on Oui, a oui, quand même, voilà, on il faut, oui. commande, mais vous voyez, le voix s'élève ici et par là. Pourtant, au Rwanda, on tue tout le jour, on ne dit rien. Mais le Congo cherche aussi à instaurer, parce que l'impunité, c'est ça, Non, non, c'est, oui. ce qui favorise tous ces gens. Tu fais le traitisme, mais après, on va te promettre un poste de responsabilité comme si tu as fait une bonne chose. Donc, moi, je pense on est à un niveau où, quand même, il faut avoir des institutions fortes, mais aussi des mesures fortes. Oui, Bien sûr, il y j'ai a suivi le aussi dernier le discours. challenge dans ça. Oui. Le dernier discours que j'ai, enfin, la dernière discussion que Gilles Moulumba a eu avec monsieur l'ambassadeur, mais je l'ai suivi avec très attention. Parce qu'il a cité des noms, il a pris le risque de citer ce nom-là. Parce que c'est un risque fort qu'il a battu. Parce que vraiment, c'était un poids qu'il portait. Il dit, nous avançons, mais notre action est entravée par des individus que nous connaissons. Mais ces noms, moi, je les connaissais déjà. Je connaissais ces noms. Ce n'est pas Gilles Moulumba qui m'avait donné ces noms, mais je connaissais ces noms. Mais bon, c'est comme si de rien n'était. Non, c'est comme si de... Et c'est ça. C'est ça qui fait. Il faut être vraiment des mesures fortes. Vous avez bien fait d'introduire en fait la deuxième partie, parce que la réalité, ce qui se passe sur le terrain, elle change, elle est mouvante. Peut-être qu'au moment où nous parlons, peut-être que les Wazalènes ont continué leur poussée en avant parce que déjà, depuis 2 jours, ils ont quand Oui, même oui. fait beaucoup de travail, hein. Et ce serait tant mieux pour nous et pour tout le monde. Je vais vous lire un échange entre deux personnes, des experts, hein, des experts qui se reconnaîtront mais qui ne m'en voudront pas. J'espère, hein. Je ne vais pas donner leur nom. Alors, il y a un qui fait une analyse, bien sûr, qui montre que le gouvernement congolais est nul, que ce sont des lâches qui ne feront jamais leur travail, qui vont jamais se battre parce que ce sont des traîtres à la nation congolaise. J'ai dit ce que je pense à tous ces gens, même s'ils sont plus congolais que moi. Mais peut-être que parfois, j'ai l'impression que je connais mieux la question que certains Congolais. L'autre dit, un Européen qui a plutôt la bonne vision que beaucoup d'Européens devraient avoir. Il dit, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de réaction indignée aussi dure pour le comportement du Rwanda qu'il y en a eu contre le Hamas et aujourd'hui contre Israël. Et il continue à développer, il parle des États-Unis en Iran, en Irak, etc., en disant que cela devrait être vrai pour le Rwanda comme cela est vrai pour la Russie. Hein, c'est un équilibriste, il a le droit et il a raison. Mais l'autre lui répond, mais seul le rapport de force compte dans les relations internationales. Ça aussi c'est vrai, mais pas seul, hein. Il y a quand même aussi une vision de justice que les experts et les analystes devraient avoir à l'égard de tous ces drames. Il ne suffit pas d'être un bon analyste si vous n'avez pas de cœur. Alors il continue en parlant de son propre pays, parce que c'est un Congolais qui écrit. La RDC n'est pas un acteur du jeu politique. Donc, pour lui, la RDC n'a pratiquement rien à dire. Ce n'est pas un acteur du jeu politique. C'est un enjeu politique. Cette faiblesse est entretenue depuis des décennies et n'est possible qu'en raison, qu'est-ce qu'il dit encore, de la trahison, de la corruption morale, de la compromission, de la soumission et de l'incompétence politique des élites politiques congolaises. Il ne dit pas de nos élites, hein, comme si subitement il n'était plus congolais lui-même. Et c'est une élite, hein, je peux vous dire, hein, c'est quelqu'un qui a même, je pense, qui a un poste important dans un parti politique. Euh, alors, est-ce que vous êtes d'accord que le Congo, la RDC, votre pays, n'est pas un acteur du jeu politique, que c'est juste un enjeu que les puissants peuvent manipuler comme ils veulent, euh, que le Congo doit se laisser mener par ceux qui sont en position de force, c'est-à-dire en termes de rapport de force, moi j'ai compris que c'est ce qu'il veut dire.
C'est ce qu'il veut dire. Mais ça m'a choqué quand même. C'est peut-être sentimental de mon côté, mais il l'a dit, il l'a écrit. Que pensez-vous de ces deux la première d'abord? Je vais commencer par celui qui a dit, c'est le rapport de force compte. Mhm, Il a raison. Il a raison. Pourquoi j'ai dit qu'il a raison? Parce que cette attaque généralisée du Rwanda n'était pas anodine. Non. Parce que justement, c'est parce que c'était voilà, dans la suite de ces négociations en perspective, parce que le Rwanda ou Kagame espérait en tout cas conquérir le plus grand territoire. C'est ça, parce que les rapports de force, c'est ça aussi. Et du coup, parce on va en arriver, pour négocier, Tshisekedi, il faut traîner les pieds jusqu'à ce qu'on reconquiert les territoires conquis. Parce que sinon, moi je pense que les rapports de force comptent aussi dans les négociations. Oui, c'est ce que le Rwanda cherchait, sauf qu'il ne va pas y arriver parce que les Rwandais étaient là, mais c'est ce que le Rwanda cherchait. Donc les rapports de force, oui, ça peut compter, à un certain moment, ça peut compter. Et par contre, pour dire que le Congo est un enjeu politique et économique, sauf si le Congolais s'approprie. Voilà, je suis d'accord à condition que c'est le Congo qui se l'approprie. Nous sommes un enjeu politique, nous sommes un enjeu économique. Nous, vous avez besoin de nous maintenant, venez vers nous. Ça, oui, et c'est un enjeu politique. nous voulons être un acteur du Voilà, à condition que c'est le Congo qui se l'approprie. Ça, oui, mais que ce ne soit pas les autres. Si vous êtes un enjeu politique pour les autres, alors c'est autre chose. Mais c'est moi, je suis un enjeu politique pour vous, mais venez me voir. C'est moi qui fixe les conditions. Ça, oui. Est-ce que ce n'est pas dangereux de toujours parler de son propre pays à la troisième personne en disant les Non, Congolais, j'ai déjà dangereux aussi. les Congolais ne Ben, peuvent... Je suis acteur. Maman Sif, qu'est-ce que vous en pensez? De dire chaque fois déjà, quand vous parlez de votre pays aux troisième personne, en la troisième troisième personne, personne. c'est comme si tu parles des autres, c'est eux, et nous, et moi, et nous. Donc, lui, il n'est plus congolais. Donc, même s'il peut défendre la cause congolaise, mais c'est comme un third party, comme on dit en anglais. Donc, en troisième personne, tu es à l'extérieur du problème. Donc, c'est comme considérer le problème qui est ailleurs. Toi, tu es à l'extérieur de ce problème. Mais moi, si je suis congolaise, je me reconnais congolaise, je fais partie de ce problème. Oui, Tout ce qui se passe au Congo m'affecte d'une façon ou oui, d'une oui. autre. Et c'est Quoi qu'il pour arrive. cette raison que je dois travailler fort pour trouver la solution. Le peu que je peux faire en tant que Congolaise, je vais le faire pour le bien de mon pays. Donc, c'est très dangereux. Et c'est ça là où on trouve des problèmes, des gens qui se disent que ce sont des Congolais, mais c'est eux qui vendent le pays aux Mhm. étrangers au nom du Congo. Donc, ok, nous, il y avait des vidéos qui circulaient, les gens qui se disaient, oh, nous, on connaît le Congo, d'ailleurs, on a de bonnes relations avec le président, on peut faire ça, on peut faire ça. Donc, ils vendent le Congo au nom du Congo et pourtant, eux se considèrent comme third party. Donc, c'est très dangereux. Ça, Le c'est Congo, dangereux. comme mon frère vient de le dire, c'est un enjeu politique, mais c'est un enjeu pour lui-même. Le Congo nous appartient. Ceux Voilà. qui voient le Congo comme un enjeu ben, à leur pays, c'est leurs affaires. Et c'est ça ce qu'on vient de dire. Peut-être quand je venais de dire, le Congo, les intérêts, les Américains ne viendront pas défendre les intérêts du Congo ou les Anglais ne viendraient pas défendre les intérêts du Rwanda. Ça ne se fait pas. Ils vont pousser le Rwanda à négocier pour défendre les intérêts des Anglais ou des Américains, pas les intérêts des Rwandais. C'est au Rwanda aussi de chercher comment bénéficier dans toutes ces négociations, bien sûr en défendant les intérêts des Américains et aussi, comme on a toujours vu, ils mettaient des généraux dans l'armée congolaise, dans des institutions pour pouvoir faciliter les manœuvres qu'ils vont faire. Bien sûr, en défendant les intérêts des Anglais,
ils vont défendre aussi, ils vont chercher le moyen de protéger de peu des intérêts qu'ils ont au Congo. Donc, c'est pourquoi, en tant que Congolais, si tu ne peux pas défendre ton pays, je ne pense pas qu'une autre personne ou un autre pays va défendre les intérêts du Congolais. Vous avez parlé des rapports de force, c'est ça ce qui compte, mais dans certaines circonstances, ce n'est pas seulement le rapport de force. Je peux dire, par exemple, le conflit entre l'Amérique et le Vietnam. Le Vietnam était faible, un pays faible, mais ils avaient la volonté Oui. de défendre leurs terres. Malgré que les Américains étaient forts, ils avaient la technologie, les moyens, mais avec l'esprit patriotique, quand même, ils ont échoué. On vient de voir aussi en Afghanistan, quand même, ils étaient là pendant 20 ans, blablabla, mais avec la volonté, l'esprit patriotique des Afghans, l'Amérique a chuté. Et je pense que c'est là où on va voir le Congo, le conflit Congo, c'est là où moi je pense que ça va mener. Je ne veux pas dire ça à ceci, mais je vais le dire quand même. Quand les Anglais étaient en Inde, les Indiens les ont conquis en attaquant leurs intérêts. Pas par les armes, mais par les ficelles comme la saleté. Et je pense qu'au Congo, on voit d'autres choses, mais tant que cet aspect-là n'est pas travaillé, il y aura toujours de conflits au Congo. Je l'ai dit en mesurant mes mots, mais si le Rwanda, si les Américains, si les Anglais, il y a leurs intérêts au Congo, mais qui sont protégés, qui ne sont pas touchés, ils vont toujours créer le désordre au Congo. Donc, il faut que, comme mon frère Jean-Claude vient de le dire, il faut s'approprier cet enjeu. Si nous devons, nous, en tant que Congolais, prendre en main tous les aspects qui concernent notre pays, et voilà, on aura la paix. Mais tant que ce sont des étrangers qui tiennent de postes clés, qui prennent de grandes décisions à notre part, je pense qu'on aura beaucoup de mal aussi à s'en sortir. Alors, en parlant d'enjeux, je vais vous partager la carte de l'Afrique avec le Congo au cœur de l'Afrique. Là où Mobutu disait que se trouvait... Qu'est-ce qu'il a dit, Jean-Claude Ndongutse? La gâchette, c'est comme un pistolet, la gâchette, Ah, c'est tout. Voilà, tout vous à allez fait. tourner vers le sud Voilà. avec la gâchette Voilà. au Congo. Et vous allez me dire ce que vous pensez de cette place géographique du Congo. Parce que, vous voyez, on peut dire la Centrafrique est plus au centre, mais le Oui. Congo est vraiment au carrefour. Oui. Regardez, le Congo se trouve à cette distance de Cape Town. Le Congo se trouve à la même distance par rapport à l'Égypte, Oui. par rapport à Djibouti, par rapport au Ghana et même vers le Maroc, Le c'est pas Maroc. loin. Ouais. Comment penser qu'un tel pays ne puisse être qu'un enjeu? Comme l'autre disait, de toute façon, le Congo, c'est un pays enclavé, et donc le Congo dépend du Rwanda. Regardez, Non. qui est enclavé? Vous voyez juste où les gens Non, vont. franchement. Les gens peuvent aller au Congo. Il a 7 parties qui touchent à la mer. On a tous Ben été oui. à Matadi. Moi, j'ai été à Matadi il y a, je sais pas, Ben oui. il y a très longtemps. Donc, je connais la mer. On la Ben voit oui. devant soi. Ouais, il y a un grand port. Ben oui. Le Rwanda n'a pas de port. Le Rwanda doit traverser toute la Tanzanie pour aller à Dar es Salaam. Il doit traverser le Kenya, plutôt l'Ouganda, puis le Kenya pour aller à Mombasa, ici. Ouais, donc, parce que le Rwanda n'a pas de frontière commune avec le Kenya. Hein. Il faut traverser l'Ouganda. Et donc, ma foi, voilà où se trouve
la République démocratique du Congo au cœur de l'Afrique. Maintenant, je vais vous poser une question, d'après vous, hein, votre analyse. Est-ce que le Congo a vocation de rester une puissance secondaire ou même inexistante, juste un enjeu, ou le Congo, par rapport à son environnement géographique, déjà sur le plan géographique, ne mérite pas d'aller plus, d'avoir plus d'ambition en termes de leadership? Non, quand j'ai parlé de l'enjeu, quand j'ai parlé de s'approprier de ces enjeux économiques et politiques, et justement, c'est dans les ambitions de créer une sorte d'aura, ramification. Voilà, je pense que le Congo a quand même comment dire, cette ambition de devenir une puissance régionale. Voilà, cette ambition. D'ailleurs, Tshisekedi, je reviens, quand on parle de négociations, je rappelle à Tshisekedi ce discours, ce qu'il avait dit lors d'une interview quelque part avec je ne sais pas quelle chaîne, lorsqu'il il a rappelé justement les différentes négociations qui ont eu lieu avec le Rwanda, parce que ça permettait juste avec ces soi-disant M23 des mouvements rebelles, parce que quand le Rwanda voyait que ça compliquait, la communauté internationale commençait à crier, négociation de paix pour faire entrer ces militaires justement au sein de l'armée congolaise, ces politiciens, placer ces pions. C'est ce que Tshisekedi a dit niet. Et je pense, je demande à Tshisekedi de camper sur sa position, sur cette position initiale. C'est la position salutaire pour le Congo. Et aussi, je vais ajouter à cela. Bien sûr, on peut dire que oui, le Rwanda est en train de conquérir des territoires, mais les enfants de ces territoires ne dorment pas. Il y a la jeunesse qui se bat aussi, hein. Donc, le président aussi ne peut pas aller négocier. Si vraiment les Congolais veulent s'approprier leur sort, il faut que la jeunesse qui se bat chaque jour prenne part à ces négociations pour comprendre quels sont les termes de négociation. Mais si on veut négocier et on veut prendre en otage la liberté des Congolais, d'un peuple, de la jeunesse, je ne pense pas qu'on va accepter. Donc, il faut aussi, si le président va accepter de négocier avec l'ennemi, il faut aussi inclure cette jeunesse qui se bat chaque jour pour comprendre quel type de négociation, c'est quoi l'ennemi veut. Parce qu'on a vu avec la négociation avec les M23, les choses qu'ils avaient acceptées, c'était irraisonnable. Je ne comprends pas vraiment si les gens étaient empoisonnés ou ils étaient sous hypnosis. Parce que quand vous voyez accepter l'administration, le bourgmestre, le quoi, c'est comme donner toute la base de l'État. Et si la base est partie, c'est quoi l'État alors? Parce que les gens parfois pensent que l'État, c'est Kinshasa, ça c'est le fédéral. Mais il faut renforcer la base. La base, c'est le territoire, les villes, les quartiers. Et si tu donnes ta base, tu es détruit, c'est fini. Parce qu'une maison sans fondation, comme tu peux répéter ce que Bitakura a dit, une maison sans fondation, ce n'est pas une maison. Même si tu as 10 étages, si la fondation est pourrie, la maison va s'écrouler. Et c'est ça, les négociations qui ont été faites avec le M23, hein, c'était juste comme ça ne fait pas de sens. Donc, cette fois-ci, si même le gouvernement peut accepter de parler avec le Kagame, moi, je n'aurais pas souhaité qu'on prenne des décisions sans l'approbation de la population que ces décisions vont affecter. Parce que les gens s'assoient à Kinshasa dans des grands bureaux et prennent des décisions et signent des papiers, mais c'est le petit monsieur, madame, tout le monde qui est en train de payer le prix. Voilà ce qui se passe dans les Boulengo, dans les camps de déplacés. Est-ce que ce sont les gens, est-ce qu'il y a même un membre de la famille de ces gens-là qui ont signé les accords avec les M23 qui est en train de payer? Non, absolument. Donc, je pense que la façon de faire négociation cette fois-ci, si c'est de faire des négociations ou parler avec l'ennemi, donc il faut que la décision finale soit la décision du peuple, pas la décision de certaines personnes
qui ne sont même pas concernés avec ce qui se passe. Et moi, je pense que le président de la République a à cœur la population parce qu'il voit vraiment la souffrance qu'a traversé le peuple à cause des accords euh, que je peux appeler des billes qui ont été signés dans les années passées. Et donc, c'est pourquoi, peut-être il a dit, je ne veux pas faire les erreurs du passé. Ben, tout à Peut-être fait. il veut éviter ces erreurs du passé. Et il faut, comme je le dis toujours, il faut que le peuple s'approprie cette élite en accompagnant le chef de l'État. Parce que si on ne l'accompagne pas, il y a toute des pressions. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas la pression. Le président est sous pression. Et si les Américains pensent que le Canada, l'Amérique, le pays développé, dans 10 ans, ils vont éliminer toutes les voitures qui utilisent l'essence, ils veulent créer les voitures électriques. Pensez-vous que ces minéraux vont quitter où? Le Congo. Et donc, vous, le Congolais, ils ont intérêt à vous exterminer. Donc, il faut quand même se battre parce que sinon, si cette population de Boulengo, de déplacés, est détruite complètement, c'est une lutte de moins. Donc, il faut s'approprier cette lutte du moins, chacun dans son pouvoir de faire ce qu'il veut pour libérer le pays. Donc, c'est ça. Bonsoir. Merci beaucoup. Alors, vous faites allusion d'ailleurs aux ambitions de Paul Kagame sur les richesses du Congo. Il y a 3 jours, j'ai fait une courte émission où je ramenais une interview que Kagame avait donnée à une journaliste professionnelle américaine lorsqu'en 2019, il y avait une réunion internationale à Doha et où la journaliste avait rappelé à Kagame que le Rwanda était quand même propriétaire de 50% du coltan mondial. Et Kagame, il était là à hochant la tête en disant oui, 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 oui. Oui, effectivement, mais je ne vais pas utiliser ce coltan pour faire chanter mes partenaires occidentaux. Ils sont les bienvenus. On va établir des relations, des rapports gagnant-gagnant. Mais il n'a pas dit non, je n'ai pas 50% du coltan. Est-ce que vous pensez qu'un chef d'État comme Kagame, qui est là, voilà le Rwanda, ici, Vraiment. et le Congo, c'est ça. Et pour lui, le coltan du Congo lui appartient. C'est lui le propriétaire de 50% du coltan mondial. C'est ce qu'il a raconté, en tout cas, à tous les partenaires du Rwanda, à ceux à qui il vendait ce coltan, cet or et tous les autres produits. Vous pensez que ce monsieur est prêt à quitter la RDC? Donc, c'est pourquoi moi je dis que c'est la RDC qui doit s'imposer, Oui, degré de force. de gré ou de force, Voilà. par tous les moyens d'ailleurs, hein, Ben, voilà. y compris lorsque je pense qu'il y aura quand même peut-être des rencontres. Hein. Le président Tshisekedi a posé ses conditions. Kagame ne va pas les accepter, ça c'est sûr. Et Kagame pose des conditions que le président Tshisekedi ne va pas accepter, des préalables. Donc, ok, dialogue. Dialogue sur quoi? Sous quelles conditions? C'est des questions qu'on doit se poser. Laissons cette carte. Moi, j'avais quelques idées. Vous allez me dire si on peut effectivement conseiller cela au gouvernement du RDC. L'Ouganda possède des rebelles, des terroristes qui massacrent les populations congolaises. À Beni Butembo et même en Ituri maintenant. C'est-à-dire les ADF et qui parfois descendent plus bas. C'est des Ougandais. Le Rwanda possède ce qu'ils appellent le M23. Et c'est en fait le Rwanda et l'Ouganda qui se battent. Est-ce que le Congo ne pourrait pas penser aussi à valoriser la présence de tous ces rebelles, entre guillemets, ces terroristes, en faisant quelque chose contre les pays d'où viennent ces attaques terroristes? Parce que c'est comme ça que les autres font. Et c'est comme ça que Kagame d'ailleurs explique sa présence en RDC dans une interview qu'il vient de donner à un journaliste kenyan.
Et l'interview qu'il a donnée au Figaro, c'est la même justification. Il dit, il y a des rebelles au Congo, très dangereux pour la souveraineté du Rwanda et pour la sécurité de mon pays. C'est pourquoi j'y vais le premier. Pensez-vous que cela soit possible du côté congolais? Parce que quand les gens vous attaquent depuis 30 ans, tous les jours, eux, ils sont tranquilles chez eux, sans devoir faire une guerre directe. Pourquoi le Congo ne pourrait pas déstabiliser ces pays-là aussi? Est-ce que c'est possible d'abord? Est-ce que ce serait... Moi, je pense que ça c'est l'idéal. Mais dans le contexte actuel, Oui, si l'ennemi a mis un robinet dans ta maison, aujourd'hui, l'autre quitte le toit, demain c'est le mur, demain c'est le plafond, tout ça. Comment est-ce que sortir de ta maison, sachant qu'il t'attend à la porte pour aller boucher, ça serait comme se suicider. Donc, il faut trouver d'abord le moyen de sécuriser sa maison et puis aller s'occuper de tous ses ennemis. Parce que si le voleur t'attaque dans ta maison avec un fusil, toi, tu n'as pas le fusil, est-ce que tu vas sortir pour main bredouille, comme main vide pour aller attaquer quelqu'un qui a le fusil, sachant qu'il est venu d'abord pour te tuer? Il ne va pas avoir... Parce que le Rwanda ne vient pas jouer au Congo. Les gens ils doivent savoir que les Rwandais sont venus avec une détermination. On peut exterminer tout ce monde s'ils ne veulent pas devenir nos esclaves. C'est correct. Donc, il faut quand même que les Congolais se préparent. Malheureusement, il y en a ceux qui pensent que, oh oui, nous aussi, on se soumet, on va, oui, ils vont diriger, ils peuvent prendre le minerai, mais ils vont nous laisser. Ça ne fonctionne pas comme ça. Même dans des pays développés, l'ennemi, pour t'affaiblir, ils vont faire tout le moyen. Même si tu mets les mains en haut les mains, mais s'ils savent que tu as un peu d'intelligence, que tu peux réfléchir, ils ne peuvent pas te laisser tranquille parce qu'ils savent que ton cerveau va fonctionner, tu vas trouver vraiment le moyen de s'en sortir. C'est pourquoi il faut te maintenir ou te tuer. Donc, le Rwanda n'est pas venu au Congo pour jouer. Les Américains ne viennent pas en Afrique. Vous voyez ce qui se passe, par exemple, en Israël et Gaza. Est-ce que tu penses que les Israélites jouent? Non, ils ne jouent pas. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. C'est la même chose. L'Amérique, si elle est au Congo, ils savent ce qu'ils veulent. Si les Canada, les Anglais, tout ça sont au Congo, ils savent ce qu'ils ont à faire. C'est nous, les Congolais, de trouver le moyen. Bien sûr, mon frère venait de poser une question qui est très difficile. Oui, ça serait idéal d'aller aussi les déstabiliser, mais est-ce que dans le monde aujourd'hui, est-ce que le Congo est dans une position ouais, où il peut attaquer 3 pays voilà, en même temps c'est ça. pour stabiliser son pays? Donc, je ne crois pas. euh, pour des raisons que j'ai toujours expliquées, c'est une armée qui est en train de se former. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Vous Oui. voyez, le Rwanda avait fait le lobby à un niveau très avancé avec beaucoup de mensonges, mais quand même, on voit que quand même, si on parle aussi de la bataille diplomatique, le lobbying, tout ça, on voit que quand même le Congo est en train de frapper fort les ennemis partout. Donc, je pense que ce sont des petits pas, petits pas. Et ça, on y arrivera. On y arrivera, je suis sûr et certain qu'on y arrivera, mais il faut d'abord sécuriser la population et renforcer les institutions de l'État et avoir un gouvernement stable. Et après, les ennemis eux-mêmes vont fuir eux-mêmes. Mais il faut quand même être dans cette position où ils vont fuir. Et c'est à nous de le faire. Ouais. En parlant de gouvernement stable, d'ailleurs, c'est une petite parenthèse, est-ce que vous avez des informations sur la mise en place d'un nouveau gouvernement après les élections de décembre 2023? C'est en gestation, mais sans plus, il n'y a pas. Il paraît que c'est en bonne voie, ça avance, mais bon, jusqu'à quand? Voilà. Est-ce que Ben,
Est-ce que le Ils statu ont, quo politique ne profite pas à l'ennemi? C'est une question. Oui, il y a ça aussi. Justement, c'est ce que j'allais rebondir là-dessus. J'allais rebondir là-dessus en emboîtant les pas, justement, dans ce que Mamassif a dit. Le Congo souffre. Le plus grand ennemi du Congo se trouve à l'intérieur même. Parce que c'est- vous soulevez une question en disant, et si le Congo quand même décidé de soutenir les FDLR, pendant qu'on y est, voilà, les opposants rwandais Je qui n'ai sont... pas osé le dire. Voilà, oui, oui, bon, parce que tout le monde est en sourdine. Bon, ou alors ADF. Sauf que l'ADF, il y a une question sur les ADF quand même, parce que les gens ne le disent pas souvent, mais et si l'Ouganda avait une main invisible dans les ADF? Et c'est là, la les même gens chose, n'insistent pas les là-dessus. FDLR aussi, Même c'est les la même FDLR aussi chose. d'ailleurs, hein. Les FDLR, il y a plusieurs FDLR, trois FDLR ou même quatre. Et donc là, il faut faire très attention. Donc, l'ennemi du Congo se trouve à l'intérieur. Il faut, comme Massif a dit, trouver d'abord des institutions fortes, les gens qui ont un esprit patriotique, qui aiment leur pays, mais ce n'est pas demain la veille. Vous avez raison, je pense que c'est la sagesse même, hein. Mais c'est des questions qu'on doit se poser, qu'on essaye, quand nous faisons nos analyses, Oui, bien sûr. de les aborder, parce que autrement, on va penser que nous sommes là juste pour applaudir ce qui se passe, hein. Oui, oui, tout à fait. Le statu quo politique, s'il dure, peut se retourner contre ceux qui ont la vérité de leur côté. Exactement. Moi, ce qui me venait en tête, je me disais, comment est-ce que les Chinois ont fait pour se débarrasser des Japonais? Comment on fait ces grandes puissances maintenant, comme vraiment la Chine, pour se débarrasser du Japon? Parce que le Japon n'était pas, il était aussi violent que Ah oui, Kagame, oui, tout oui. ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait que nous, on doit apprendre et c'est là où on devra aussi aller se renseigner dans d'autres nations, comment ils sont faits pour devenir des grandes puissances jusqu'au niveau où leurs ennemis ont peur d'eux. Donc, je pense qu'on a beaucoup de choses, on a beaucoup de minéraux, on a des ressources humaines, mais on manque vraiment de vraies connaissances sur comment se débarrasser de tous ces autour qui viennent nous dérober, tuer nos gens. Donc, je pense que au Congo, on devrait avoir une leçon d'histoire. Une histoire pour accompagner tous les efforts de Ouazalendo qui se battent, bien sûr, de leur façon, donnent la vie, mais aussi qui sont toujours poignardés dans le dos par le gens qui étaient supposés de les appuyer. Donc, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire, mais quand même, je loue l'effort. Malgré toutes ces déceptions, ils se battent toujours. Ils se battent. Mama Sifa vient de mettre la main là où ça fait, le doigt là où ça fait mal, quand elle parle de l'histoire. C'est vrai, on doit s'inspirer de l'histoire, une histoire bafouée, une histoire triquée, une histoire oubliée. L'histoire oubliée, quand je reviens sur Thabo Mbeki, quand tu parlais de Banyamulenge, de Tutsi, mais ce qu'il oublie, c'est que les gens de Rutshuru, parlons des gens de Rutshuru, les, parmi les gens qui ont négocié l'indépendance à la table ronde, il y avait des Hutus de Rutshuru. Le premier ambassadeur du Congo aux Nations Unies, à New York, aux États-Unis, c'était un Hutu de Rutshuru. Tous ces gens-là. Dans l'audio du professeur Nyabirungu, il avait rappelé il n'y a pas si longtemps. Et donc, toute cette histoire est bafouée, est oubliée. Qui parle d'eux au Congo? Personne. Mais sauf que tout a été gommé par les Bisengimana et les autres. Mais bon, c'est pas grave. Mais l'histoire, oui, il faut revenir sur l'histoire. Ça, c'est fondamental même. Je suivi, il y a une audio qui a fuité sur les réseaux sociaux de Gilles Moulumba. Il parlait avec un certain François. Je ne sais pas qui l'a enregistré pour quelle fin, mais dans cet audio, l'autre essayait de convaincre Gilles de quitter
la lutte de Ouazzalendo pour rejoindre le M23. Mais ce qui m'a étonné, c'est qu'il disait, oh, il faut oublier le passé C'est et ça. puis Non. avancer. Donc, si on oublie l'histoire, si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait même pas là où on va. Et c'est ça ce qui m'a frappé. C'était un frère aussi, Hutu, qui disait à Jules Moulumba oh, d'oublier le passé et d'avancer. C'est ça. Comment est-ce qu'on peut avancer en oubliant d'où nous sommes venus? Donc, je pense que on a un long chemin, mais moi, je loue toujours mon peuple congolais, et spécialement les gens de Rutshuru et de Massissi, malgré tout ce qui s'était passé pendant très longtemps, ils sont en train de payer, mais ils n'ont jamais baissé les bras. Ils n'ont jamais baissé les bras. C'est là où on voit aussi cet esprit du patriotisme. Oh, malgré qu'on te poignarde dans le dos, tu ne baisses pas. Tu continues la lutte. Et c'est là où c'est une force, by the way. Parce que si c'était une faiblesse, ces gens-là auraient déjà baissé les bras. Mais ils continuent. Malgré les blessures, malgré les déceptions, malgré tout, ils savent que le destin du pays est entre leurs mains. Alors, cela va nous amener à parler, ou peut-être nous orienter vers la fin de l'émission, de l'actualité dont on doit parler, puisque la presse congolaise en parle. On a fait allusion dans certaines agences de presse du Nord Kivu d'un officier chargé des renseignements poursuivi pour fuite devant l'ennemi au Nord Kivu. Je pense qu'à la fin, il y en a eu plusieurs. Est-ce que vous avez suivi cette affaire-là en même temps qu'on rétablissait la peine de mort, hein, parce que c'est un événement aussi quand même. Oui, tout à fait. Rétablir, mais on a mis fin au moratoire de l'exécution de la peine capitale. Qu'est-ce que vous avez comme information? Quel est votre point de vue là-dessus? Bon, je n'ai pas, moi, personnellement, moi, j'ai ouï dire, j'ai entendu ça, hein, mais je pas. Oui, de toute façon, ça ne m'a pas surpris parce que les traîtres, il y en a, on en parle tout le temps. Au sein de l'armée, il y en a plein, qu'ils aient été arrêtés, ça ne me surprend pas. Et puis, le moratoire de la peine de mort, moi, je pense que je reviens aussi, c'est une mesure coercitive, c'est une mesure salutaire aussi. Je pense qu'il va dissuader certaines personnes. C'est coercitif et dissuasif, je pense. Je pense que c'est très important. Je pense que c'est taper du poing sur la table pour montrer que quand même, on vous a à l'œil et à l'oreille aussi. Donc, vous n'allez pas nous échapper. Mama Sifa, qu'est-ce que vous pensez de ce moratoire qui a été suspendu? Ben, moi, je pense que le président, je vais m'inspirer de ce que le président Laurent Désiré Kabila avait fait au début quand il venait de prendre le pouvoir. Tous ces gens, même un simple voleur, tu devrais avoir la peine capitale. Donc, moi, je suis pour. Par contre, il faut aussi qu'il y ait vraiment de jugement juste et équitable par rapport à ça, parce que certains gens peuvent aller accuser d'autres d'être des traîtres comme ça. Si la justice ne fait pas son travail, beaucoup d'innocents peuvent perdre la vie. Mais je pense que la personne qui doit être jugée à cette peine, il doit y avoir des preuves suffisantes pour dire que voilà, il mérite ça. Donc, pour l'instant, mais de toutes les façons, dans tous les pays, ils écrivent ça dans les documents, mais en réalité, ils tuent les gens. Est-ce que l'Amérique ne sait pas? Aux États-Unis, il y a des États qui ont toujours cette peine de mort. Quand les Anglais, même s'ils
ne sont pas pour, ils appuient le pays comme le Rwanda pour venir tuer au Congo. Est-ce que c'est le papier, le document, les signés qui est très important, mais ce sont les actes. Donc, je pense que le fait d'enlever ça, de suspendre ça, moi, c'est une bonne chose. Au moins, ça va effrayer les gens quand ils vont faire leurs bêtises, qu'ils les fassent en cherchant que si on vous attrape, vous êtes parti, hein, vous voulez que les autres perdent de la vie, mais aussi savoir que ta vie aussi peut être en danger. Donc, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Et d'ailleurs, le gouvernement doit aller très loin. Moi, je pense aussi qu'ils doivent mettre aussi des lois qui donnent l'autorisation au gouvernement de confisquer le bien de tous ces gens qu'on peut trouver coupables dans les matières de traître. Donc, ou même le voleur. Donc, comme ça, on peut vendre en jachère les biens. Comme ça, eux aussi vont devenir pauvres comme tout le monde. Donc, ça, c'est une chose, mais aussi, il faut avoir aussi d'autres mesures, d'autres choses comme les biens. Donc, parce que même si on te condamne, tes biens restent les autres vont s'en occuper aussi. Hein. Donc, je pense que tout ce monde-là, si vous avez amassé des biens illégalement, il faut que le gouvernement apprenne à les confisquer. Ici, les pays occidentaux, ils confisquent les biens des présidents africains. Je me rappelle quand j'étais à l'université dans les années 2012, quand Kadhafi était mort, le Canada, il y avait 5 milliards de dollars dans le banque canadienne. Moi, j'avais demandé à mon prof où est-ce que cet argent va aller. Et il m'a dit que l'argent va rester dans le compte canadien. Ils vont faire les investigations. S'il y a un régime légitime, ils vont donner cet argent, mais ça passe à travers beaucoup de procédures. Est-ce que vous pensez que cet argent était restitué à la Libye? Je ne pense pas. Est-ce que l'argent qui ont été retenus dans les banques de la Suisse ou de Mobutu, ils vont restituer ça au Congo? Absolument pas. Donc, pourquoi pas le Congo ne peut pas aussi confisquer le bien de tous ces voleurs? Donc, je pense qu'il doit, si vraiment les choses doivent changer au Congo, il faut que la justice aille très loin. Il faut que les institutions fassent leur travail. Mama Sifa a tout à fait raison. Il faut vraiment élargir ces mesures parce que les parlementaires aussi, il faut qu'ils soient radiés. S'il y a un parlementaire qui est compromis dans le trafic avec le Rwanda, dans la trahison, la haute trahison, il faut qu'il soit radié à vie. Et que c'est bien soit saisi parlementaire au niveau national, au niveau provincial aussi, des ministres, tout, il faut élargir. Et tous ces gens qui prennent fait et cause pour le Rwanda publiquement. Oui, non, franchement, il faut vraiment être... En période de guerre, c'est d'une gravité extrême en fait. Oui. Alors, puisqu'on parle de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, on continue de dire le M23 a attaqué Sake, le M23 est à Minova, le M23 est à Massissi, le M23 partout. On les voit partout. Vous pensez vraiment que si c'était le M23, cela serait possible? Alors, au moment même où on sait que plus de 5000 militaires rwandais ont traversé la frontière il n'y a pas 2 semaines. Mais on continue dans le narratif public, y compris de la part des autorités de la RDC, à dire le M23. Et le RDF, c'est très important, il faut désigner les choses. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait continuer à parler de M23 ou bien donner un narratif correspondant à la situation sur le terrain? Comme ils avaient commencé déjà M23 RDF terroriste, il faut vraiment évoluer aussi. Il faut vraiment insister sur les menaces. D'autant plus que Kagame vient de le confirmer quand il va négocier au nom de qui? C'est ça. S'il dit qu'il n'est pas au Congo, pourquoi il demande des négociations? Qu'est-ce qu'il va faire? Négocier avec qui? Pourquoi? Et donc, c'est le Rwanda qui a attaqué le Congo. Moi, je pense que ces histoires d'M23, il faut gommer l'M23, c'est la RDF ou l'armée rwandaise. Mais je pense que les narratifs vont changer aussi. Donc,
Bien sûr, on parle de négociations dans les médias, mais il n'y a pas vraiment grand-chose qui a été publié à ce niveau. Donc, on attend. Parce que quand ils vont négocier, c'est ben, je pense que le discours va changer aussi. Parce Ben que oui, si c'est ben le non, non, Rwanda parce qui que négocie, c'est-à-dire il n'y a plus le M23. Mais même il sur le va négocier terrain, pourquoi? on peut vous dire Non. qu'il n'y a pas le M23. Ça me fait mal vraiment de voir beaucoup de parents au Rwanda sont en train de pleurer leurs enfants, mais ils ne sont pas aussi autorisés de le faire, qui ont Non. perdu leurs enfants sur le terrain. Donc, je vois aussi des photos ici et là où les gens, les gens qui ont des membres de famille au Rwanda dans l'armée, qui sont en train de dire RIP, RIP, je dis, ils sont en train de dire pourquoi, où au Rwanda, il n'y a pas la guerre. Donc, je pense que les narratifs dans les jours à venir vont changer. Donc, on attend. Et je sais que notre président, il est bien positionné. Il sait utiliser le vocabulaire, le mot qu'il faut à la place qu'il faut, au moment qu'il faut. Donc, on attend. Moi, j'attends. Je sais qu'il est l'homme que la République démocratique du Congo avait besoin pour le moment. Donc, on attend. D'accord. Nous, à la Voix des Grands Lacs, on a commencé à dire l'armée rwandaise. Oui. Ouais. Voilà, accompagné de ses supplétifs. Mais c'est le Rwanda qui est au Congo. Il vaut mieux vraiment le dire avant même les négociations, avant même tout dialogue, que l'opinion sache que celui qui est au Congo, qui tue les populations, c'est l'armée de Paul Kagame, ce n'est pas. Le M23, il est maintenant intégré, il a été dissous dans l'armée rwandaise, hein. Sauf que le Rwanda a intérêt à continuer à brandir le M23, alors que c'est son armée qui occupe le territoire. Donc sur le plan même de la discussion, de la négociation, du dialogue, ça place le danger plutôt le Rwanda face à ses responsabilités. Parce que le Rwanda qui a été les conséquences de cette guerre que le Rwanda mène au Congo, il ne le voit pas aujourd'hui, mais le Rwanda qui a été toujours un vivier de la main-d'œuvre dans les années à l'époque coloniale, même à l'époque des indépendances, je pense que ça, maintenant, c'est les sociodémographes qui parlent là. Je pense que les conséquences seront graves dans les années à venir pour le Rwanda. Mais il ne le voit pas. Il ne le voit pas aujourd'hui. Il est tenté le M23 parce que les Occidentaux lui demandent. Mais les conséquences sur le Rwanda, sa population, ça sera grave. Dans quel sens, M. Norouté? Hmm? Dans quel Dans le sens? sens où, dans le sens où justement, la population, il est en train de vider la population. Quand on voit les rapports, justement, des générations, la jeunesse, toute la jeunesse est en train de partir. Maintenant, j'ai appris que ils sont en train maintenant d'aller chercher même les gardiens de prison, les surveillants de prison Oui, maintenant. ça Ils fait sont en tout train à de les fait. choper toutes les prisons du Rwanda parce qu'ils n'ont plus de gens à mobiliser. Ils n'ont Et plus de gens, ça a des conséquences démographiques énormes. il n'y a plus de jeunes à mobiliser parce que tous ceux qu'ils envoient, souvent, ils reviennent dans des cercueils. En plus, il y en a qui ont commencé même à fuir envers l'Ouganda parce qu'ils sont, tous les jeunes Rwandais doivent maintenant apprendre en 3 mois à se battre et traverser la frontière et envoyer au Congo donc pour faire la guerre de ce qu'on appelait à l'époque le M23. C'est l'armée rwandaise qui est là au Congo, qui se bat contre les Wazalendo, contre l'armée congolaise, Mais contre oui. la SADC. C'est l'armée rwandaise. Kagame l'explique et l'accepte en fait dans les interviews qu'il vient de donner ces derniers temps. Il l'a reconnu, sans le dire expressément, mais lorsqu'il dit qu'il a donné 3 chances au président Tshisekedi pour ne Il doit nous donner la chance. Hein. voilà, En tant que... franchement, comme si c'était un maître d'école. Voilà, non, mais c'est grave, c'est grave. Non, ça c'est le narratif, justement, c'est le narratif qu'on lui avait habitué à Voilà. l'époque. Et donc, il ne voit pas le changement venir. Donc, il est toujours dans cette vision d'il y a très longtemps. Ben, voilà, révolu, en fait. Et là, justement, les donneurs de leçons, c'est moi, Kagame, là où il passait, c'est fini ces histoires-là. Là, il ne voit pas venir. Il sera comme, comment on appelle ça, un Lazare dans et les arts. Et les arts, je ne sais pas qui a donné, c'est sur une chaîne rwandaise, on a de Moussere Wanyamougi, Moumouи, quelque chose qui reste au chaud jusqu'à ce que la maison prenne feu.
feu. Et donc, ça sera pareil. Ça Alors, sera d'après pareil. vous, quelles devraient être les conditions sine qua non pour qu'il y ait une discussion entre les deux chefs d'État? Les conditions Dites sine qua simplement non, quelles déjà, devraient être les conditions que les devrait conditions sine qua non, je vais dans le sens de Tshisekedi, il faut que le Rwanda, déjà, il a déjà reconnu qu'il est, parce que sinon il n'irait pas négocier, il ne demanderait pas une négociation, qu'il retire ses soldats. Et sauf que justement, comme je reviens à ce que j'ai dit la fois passée, il aura du mal à retirer ses soldats qu'il a envoyés à la mort depuis des années déjà. Il va les ramener où? Au Bercail, rendre compte à des parents que. Enfin, de toute façon, ils ne donnent pas de nouvelles aux parents qui ont vu les enfants partir. Même s'ils ils ont des soupçons que les enfants sont morts, mais ils n'ont pas de nouvelles. Et là, maintenant, quand il va rapatrier ces soldats, qu'est-ce qu'il va raconter à ses parents? C'est tout ça. Et donc, le rapport de force, soit il continue, c'est la guerre, et la guerre, il ne va pas l'éviter. Il peut prendre tout, Massissi, tout le jour, la guerre, il ne va pas l'échapper. Et même c'est la guerre qui ne va pas gagner. La guerre qui ne va pas gagner quoi qu'il arrive. qu'il ne On peut revient sur pas. les conséquences démographiques et déjà, à un moment donné, il n'aura même plus personne à mobiliser. Si bien quand il va aller au Rwanda, ça sera une promenade de santé. Bien voilà, ce qui est clair, hein, effectivement, de mon point de vue comme du vôtre, l'armée de Kagame peut rester dans cette région pendant quelques mois, même des années, mais Kagame doit savoir que l'armée rwandaise ne peut plus aller jusqu'à Kinshasa. Ça, c'est exclu. Même en 2012, 13, eh bien, le M23, puisqu'à l'époque c'était le M23, vraiment aidé bien sûr par le Rwanda et l'Ouganda, n'a pas su dépasser la même zone. Voir Et que ils ont pris Goma aussi. Et ils étaient aussi de Kivu Ils ont aussi, pris. hein, exactement, à ils ont l'époque. aussi suivi. Mais maintenant, j'entends qu'ils essaient de créer un autre front au sud. Mais s'ils vont au sud, c'est comme... ils vont toujours essayer, mais ils ne vont pas gagner. Même à l'époque, quand ils avaient Masisi, Ruchuru, euh, il n'y avait pas vraiment beaucoup de résistance à l'intérieur, même aujourd'hui. Même s'ils ont ces terrains, mais il y a toujours des résistants là-bas, dans ces zones-là. Donc, bien qu'on peut, c'est eux qui prennent qui dirigent, disons, mais ils ont une grande résistance. Il y a toujours les Wazalendo. Il y a des Wazalendo partout. J'ai toujours dit les Wazalendo, tout le peuple congolais, ce sont des Wazalendo. Donc, qu'ils prennent, qu'ils fassent quoi, ils ne vont pas gagner cette guerre. Ils ne vont pas gagner cette guerre. Non. Donc, et malheureusement, en Swahili, on dit Mutakayote, Akosayote, ils risquent aussi de perdre tout. Merci beaucoup. Alors, nous allons aller vers la conclusion de notre émission. On n'a pas montré de vidéo de la souffrance des populations du Nord Kivu. Il y en a beaucoup, hein. Dans les camps des déplacés, des femmes, la dernière fois, nous avions montré une vidéo d'une femme qui parlait avec son cœur, qui racontait ce qui lui était arrivé avec les autres femmes du même camp. Euh, Quel message pouvez-vous envoyer aux populations du Nord Kivu qui, pour des raisons vraiment évidentes et tout à fait compréhensibles, sont impatientes? Ça, je peux vous le dire parce que moi, dans les échanges que j'ai avec les populations du Nord Kivu, les gens sont impatients. Oui. Il y en a même qui pensent qu'on les a abandonnés au profit de Kagame avec qui on va dialoguer, que donc il ne faut rien faire, il faut le laisser occuper, 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 ce qui n'est pas vrai. On l'a suffisamment démontré dans notre émission. Euh, Quel message voulez-vous envoyer aux populations du Nord Kivu et bien sûr de leurs enfants qui les protègent, qui se battent, qui versent leur sang pour protéger les populations de toutes les cités qui ont été vidées de leur population et même des centres de déplacement? Qu'est-ce que vous envoyez comme message à nos frères, sœurs, nos enfants, nos cousins, nos cousines, nos mamans, nos tantes, nos oncles? Si vous pouvez laisser un message, comme ça, ils l'auront
avec notre émission et ils comprendront que leurs enfants qui sont à l'étranger, qui sont au Canada, en France, aux États-Unis et ailleurs, pensent à eux et se battent à leur manière contre l'occupant et contre les injustices que ce dernier fait subir aux populations du Nord Kivu. À vous, Mama Sifa, ou Jean-Claude Ndongouté, qui veut commencer. Euh, Moi, le message que je vais envoyer, c'est le message de compassion, aussi d'encouragement. On est avec eux dans l'esprit, malgré qu'on n'a pas le moyen, mais quand même, on fait le combat de notre côté de tout ce qu'on peut. Moi, mon combat, ce n'est pas pour trouver une solution temporaire. C'est pourquoi je fais ce que je fais, c'est pour trouver une solution permanente pour ces combats. Bien sûr, on a besoin aussi de solutions temporaires pour aider tous ces gens déplacés dans ces régions. Il y a des groupes ici et là qui sont en train de collectionner des dons pour aider, mais moi, je vais lancer l'appel quand même au gouvernement central de Kinshasa. On sait quand même qu'on a des ministres des Affaires sociales au niveau fédéral, au niveau provincial, au niveau territorial, qui doivent aussi se mobiliser de faire quelque chose. Tous ces organismes qui vont venir après ces calamités-là, moi, je pense qu'on devrait aussi les chasser. Parce qu'ils ne viennent pas quand les gens ont des douleurs, mais ils viennent après. Après la pluie vient le bon temps. On voit des humanitaires venir, oh, on vient vous aider. Mais quand les gens étaient dans des situations pareilles, ils ne viennent pas. Je pense que ces organismes humanitaires aussi, je parle avec un ton, je change le ton, parce que je pense que les choses doivent changer. Si vous voulez aider, venez aider. C'est le moment d'aider les populations. Mais après tout ce temps, vous allez venir, oh, on vient vous aider. Vous allez nous aider à quoi? Donc, je pense que c'est le moment aussi de ces organismes internationaux, s'ils sont réellement aidés, les Congolais, de les aider maintenant. Par contre, il faut quand même avoir une mise en garde parce qu'il y a beaucoup des humanitaires qui viennent pas pour aider les gens, mais pour collectionner des informations qui viennent comme des Oui, ça espions. c'est sûr. On ne veut pas des espions, on veut des vrais humanitaires. Donc, si vous voulez aider le peuple congolais, venez les aider. Mais aussi, je vais dire à la population, ne voyez pas tous ces gens qui viennent prétendant vous aider, que ce sont des gens qui viennent vous aider. Peut-être que parmi eux, il y a des gens de mauvaise volonté qui ne veulent pas que la guerre se termine. Parce que, comme Muganga disait, si la guerre se termine, lui n'aura pas de travail. Et beaucoup de ces gens ne veulent pas que le conflit se termine parce qu'ils n'auront pas de travail. Donc, moi, je pense que l'effort doit être mené au niveau, à l'interne surtout, dans nos institutions, des gens qui ont de bonnes volontés pour aider le père. Donc, en tout cas, je lance un message de compassion, d'encouragement, de vous dire, on est avec vous malgré toutes ces circonstances. On sait que le peuple congolais, c'est un peuple résilient, courageux on va s'en sortir. On y travaille. Vous allez y travailler aussi dans tout ce que... Parce que le peuple congolais passe à travers ces gens, des choses pendant 30 ans. Donc, je pense que la solution, avec l'aide de Dieu, il y aura une solution. Pas une solution temporaire, mais une solution permanente. Je aussi lance le message, envoie mon message d'encouragement à nos voyants soldats et les Ouazalendou qui travaillent jour et nuit pour protéger la patrie. On peut entendre qu'il y a des parties qui ont été occupées, mais il faut savoir que c'est la guerre. Et quand on fait la guerre, on ne gagne pas toujours. Dans notre langue, on dit donc, tu ne peux pas manger avec celui qui ne touche pas dans l'assiette. Donc, on doit accepter. Ça, c'est la réalité du terrain. Mais ça ne dit pas que nos soldats ne font pas leur travail. Donc, c'est notre devoir de continuer à les encourager et à les soutenir. Et avec l'aide de Dieu, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce message, Jean-Claude Ndongouté. À vous de conclure.
Oui, parce que je suis avec ces populations, parce que j'ai des populations dans le camp des réfugiés, dans les camps des déplacés, hein, à Mugunga, j'ai ma famille qui est là-bas. Et donc là, je m'adresse au président Tshisekedi parce que ces gens, quand ils ont appris que peut-être qu'il y aura négociation, beaucoup de gens me disent, mais négocier quoi? Il va négocier quoi alors que nous souffrons ici? Est-ce qu'il va encore accepter que ces gens-là, parce que tout le monde sait que c'est les Rwandais qui sont là. Mais s'ils négocient encore, ils vont revenir maintenant installer, encore vivre avec nous au milieu de nous. Donc ils sont inquiets. Donc je dis à Tshisekedi, il faut qu'il fasse très attention. D'ailleurs, je l'encourage à camper sur sa position. Négocier peut-être oui, mais pas accepter de brassage. Non. Et pas Et donc, accepter le fait accompli. les faits accomplis, voilà, les faits accomplis. Très Merci. important, très important. Merci. Ensuite, à nos populations, à ma famille, j'ai dit, c'est les douleurs d'enfantement, d'un Congo nouveau. Comme Tshisekedi l'a dit, il ne dort pas. La souffrance, je pense à ma mère qui a 82 ans et sa petite sœur qui en a 80. Ils sont toutes les deux ensemble. Et donc, j'ai essayé d'expliquer. Ne vous inquiétez pas, vous allez retourner chez vous. Voilà, c'est le douleur d'enfantement. J'essaie de leur expliquer pour, pour que vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants puissent vivre heureux. Et mon dernier message, c'est au président Kagame, comme toujours. Moi, finalement, chaque émission, je lui adresserai un message. Voilà, voilà. Le message, c'est que, monsieur le président, les Occidentaux vous avez donné un blassin ou un chèque en blanc pour aller au Congo comme vous voulez. Et sachez que maintenant, les Congolais se sont réveillés. Ça, plus jamais. Le Congo est devenu un Congo nouveau. Si vous voulez retirer vos soldats au Congo, et la paix reviendra. Voilà, c'est le dernier mot. Si vous voulez vivre en paix, le peuple congolais, c'est un peuple pacifique, mais vous l'avez longtemps provoqué, vous l'avez longtemps malmené. Maintenant, le peuple congolais s'est levé comme un seul homme pour se défendre. Voilà, c'est le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup tous les deux. À mon tour, je m'adresse à mes compatriotes rwandais pour leur dire que ce que le président Kagame est en train de faire en RDC, c'est creuser la tombe où risquent de finir les Rwandais. Pas seulement les jeunes militaires qu'il a envoyés en RDC, mais aussi le peuple rwandais, parce que il ne faut pas jouer avec le feu. À force d'attaquer le Congo, à force de massacrer les populations congolaises, à force de poursuivre les réfugiés Hutus en RDC, de les massacrer tous les jours, de massacrer toutes les populations confondues du Nord Kivu, eh bien, c'est, à mon avis, continuer à attiser la haine. Même les populations du Nord Kivu et d'ailleurs qui n'avaient pas de haine contre les Rwandais en général, risquent un jour d'en avoir assez. Déjà, c'est en cours, hein, il faut le dire. Vous savez, lorsqu'il y a des manifestations ou des marches de Congolais à Bruxelles, la dernière fois, j'ai expérimenté ça, j'ai vu quelqu'un qui en venait, il m'a dit, mais j'ai failli être lynché. Alors que c'est quelqu'un qui est en exil, qui soutenait vraiment cette manifestation. Et lorsque les camarades ont appris qu'il était rwandais, ils ont voulu le lyncher. Ils ont dit c'est un homme de Kagame. Vous voyez, c'est ça le danger. Kagame est en train d'entretenir la haine contre son propre peuple. D'ailleurs, est-ce que c'était un Rwandais, lui? Peut-être qu'il a des origines rwandaises, mais en fait, il se considère, il se comporte comme un occupant, même au Rwanda. Alors, Kagame a arrêté tout ça, et surtout, à mes compatriotes, je leur demande de résister, de soutenir nos frères congolais, nos sœurs congolaises, de les défendre. Un Congolais n'a pas à vous dire, mais ce n'est pas votre pays, n'en parlez pas. Non, 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 non. Cette question nous concerne tous de la même façon. De la même manière, nous devons défendre les victimes congolaises, nous devons défendre les mamans, les filles qui se font violer en RDC, nous devons parler en leur nom et les défendre, tout simplement. Et donc, c'est vraiment mon message de fin. Les Congolais, bien sûr, toute ma solidarité.
Ils savent tous que nous sommes avec eux, mais nous, de notre côté, les Rwandais doivent changer aussi de mentalité et oser dénoncer les atrocités que commet Kagame depuis 30 ans bientôt en RDC et au Rwanda, bien sûr. Nous allons donc clôturer notre émission de ce soir. Je vais repasser l'image de la manifestation de Cape Town et puis après, je mettrai notre chanson en hommage au Wazalendo, Monyabo, et ce sera la fin de l'émission et le début du week-end. Merci beaucoup à tous les deux et à tous ceux qui nous ont suivis dans cette émission. Ingeta. Ingeta. Free, free Congo! Free, free Congo! Free, free Congo! Free, free Congo! Free, free DRC! Free, free DRC! Gaza to Goma! Gaza to Goma! Gaza to Goma! Gaza to Goma! Let's go! Free, free Congo! Free, free Congo! VDP, l'ensemble de toutes les matières premières, le vrai patriote, l'espoir de toute une nation. Appelle-moi les King Sisley, tu vas bien ici. Terminator. Les défenseurs Jean-Pierre Bemba. Wazalendo
Christian Chioué, le défenseur Jean-Pierre Bemba Combo, le gouverneur Chirimwami, la victoire est à nous, à Bédachor, Big Boss. Mon colonel B50, colonel Patrick Le Préboman, financier sans débat. Bokon Sévéré Matunda, le Wissi Bauma, leader Kwasa, Marc Maving, Jean-Luc Cheke, Brassi de Mounir, Gobi Misika, le fils de son père, mon frère Bande Pandaleo, Marcel Esra, Chéri Abato, Alex Yakilimari AA, Maladox, mon petit Faxon, Socrate Bin Sadiki, Majus Defender. Merci beaucoup. Ulijifunza risasi jana, mnapenda mpigani na wazalendo. Oko sambwa, mutanyamaza, mutatampika mpofu, mungashalandwange. Mwasinda mirepacha surania mwana malea. Mungachachuka, mungaenda mwamafi. Jimanga kanefu, Alto Anasa, l'officier de la nouvelle génération. Appelle-moi le king du Titelaine, Miami, c'est le gars de la zigzag en live. Fiondo, Makacha Mavereke. indirimbo niyo pe